Enfin bref, tout ça pour faire une belle introduction sur une magnifique carte ce week-end qui n'est pas du tout une magnifique carte. Alors je sais que j'ai toujours tendance à dire ouais les cartes où on s'attend le moins, il y a des grosses choses qui peuvent se passer, c'est clair, c'est totalement possible. Mais ici la carte est vraiment décevante. Alors, on va quand même passer en revue, avant de parler de Rob Font contre Cody Garbrandt, on va passer un peu en revue ensemble. Ça commence par Rafael Alves. Alors pour ceux qui ont la mémoire très courte, Rafael Alves va faire ses débuts à l'UFC. Il était supposé les faire il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et il a battu en record. C'est celui qui a raté la pesée avec le plus gros gap. Il a réussi à battre l'ancien record de Rumble Johnson, qui était arrivé vraiment, vraiment lourd. Il a battu tous les records de John Lineker. Il devait combattre en lightweight et il a raté la pesée des welterweights. Bref, très chouette de voir que Rafael Alves obtient quand même une deuxième chance à l'UFC. On espère qu'il réussira évidemment la pesée et qu'il aura droit à ce combat. Le deuxième combat est pas mal. Honnêtement, quand on voit que ce deuxième combat est le deuxième de la carte préliminaire, on s'attend à une belle carte. Damir Hadzovic qui combat contre Yancy Medeiros. Alors clairement, c'est aucun nom qu'on doit retenir pour des title shots à terme dans leur carrière. Mais c'est clairement des athlètes qui font plaisir à regarder, qui donnent des combats assez excitants. Et là, l'un contre l'autre, ça peut donner quelque chose de très très fun. Alors j'avance un peu dans la carte prélims. On a un Kurt Magny qui combat Ben Rothwell contre Chris Barnett. Ben Rothwell vient d'avoir 2 combats qui ont été annulés en dernière minute. J'espère que cela va tenir. Et enfin, Chris Barnett en poids lourd à l'UFC. Alors Chris Barnett, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un heavyweight, un heavyweight. Je crois qu'il va devoir cut pour faire 120 kilos. Et alors, il a un corps absolument ridicule. C'est un mètre cube, le gars, comme on dit. Je ne sais pas si on dit ça en France. En Belgique, on dit le gars, c'est un mètre cube. C'est vraiment une bouboule. Mais alors, il a un athlétisme sorti de l'espace. Il a un peu le corps de, j'ai envie de comparer à Daniel Cormier. Et en fait, il faut simplement imaginer Daniel Cormier capable de faire un salto sans trampoline. Eh ben, c'est Chris Barnett. Alors, à mon avis, Chris Barnett, c'est pas le genre de gars qui va gagner son combat contre Ben Rothwell, mais c'est chouette de l'avoir à l'UFC parce que c'est un showman, c'est clairement un showman. Ça va donner des chouettes interviews, ça va donner un chouette walkout. S'il gagne, ça va donner une très chouette célébration. Et ça donnera un combat assez sympathique parce que justement, Ben Rothwell, pas très athlétique, contre un athlétique, mais je crois que l'expérience et l'intelligence de combat de Ben Rothwell feront la différence. Ensuite, on a Ricardo Ramos contre Bill Algeo. Bill Algeo à suivre. Très très beau nom. Très très beau nom des bantamweight. Vraiment à suivre. Ce combat-là, il faut le voir. Ça va être très chouette aussi. La main card. Alors la main card, il y a le premier combat et le dernier combat qui sont chouettes. Le reste, je vous avoue qu'il y a même des noms qui me surprennent, que je ne connais pas spécialement. Alors on commence par Jack Hermansson contre Edmen Shahbazyan, qui est un super. Il devait être sur le dernier pay-per-view, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est un combat qui devait avoir lieu à l'UFC 261, qui a été décalé d'une semaine pour je ne sais quelle raison. Bon, j'aurais pas l'information. C'est ça, à l'UFC 262, ça devait avoir lieu. Et c'est à cause du Covid dans le camp de Hermansson. Peu importe, ça vient embellir la carte de ce week-end. Très fun fight pour qui se prononce vraiment dans le top 10 de la division. On sait que Jack Hermansson a été très très près d'un title shot. Il était sur une très belle série de victoires qui incluait David Branch, qui incluait Jacare Souza. Et il est tombé à court contre Marvin Vettori. Et donc là, on a un beau combat entre 2 gars qui ont beaucoup de talent, qui peuvent avoir de l'espoir pour la suite de leur carrière, puisqu'ils sortent tous les 2 d'une défaite. Edmen Shahbazyan, 10 victoires, 1 défaite. Sa défaite, c'est son dernier combat, c'est contre Derek Brunson. Donc voilà, ici on est deux gars qui ont beaucoup de potentiel, qui sont clairement dans le haut du classement middleweight, qui sont, je dirais, celui qui gagne, il va re-rentrer tout doucement dans les discussions pour le titre, hein. Celui qui gagne ici 1 ou 2 victoires, disons 2 victoires supplémentaires et c'est le title shot. Donc chouette avoir une opposition de style assez intéressante. On a Jack Hermansson, il est sur 2 défaites d'affilée. Excusez-moi, 2 défaites d'affilée puisqu'il a aussi perdu contre Jared Cannonier. Peu importe, ça change rien. Shahbazyan plutôt
même énormément un striker. Jack Hermansson, évidemment, un très très bon grappleur. Alors comme je le disais, les combats qui suivent, pas spécialement intéressants. Esparza contre Xiaonan, c'est le haut du classement Destro-Weight. Clairement, celle qui gagne ici, elle peut demander title shot, ou en tout cas être à une autre victoire du title shot. Par contre, sur papier, ça va pas être le combat le plus agréable à regarder. Et on en arrive au main event. Cody Garbrandt contre Rob Font. Alors, j'ai pas de séquence cette fois-ci, je m'excuse par rapport à ça. En revanche, j'ai au moins les stats, c'est toujours ça de gagner. J'espère que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Alors, Rob Font. Eh ben, avant toute chose, une petite pub et on reprend. Donc, je reprends. Rob Font, moins 125 sur les codes de Paris. Cody Garbrandt, plus 105. C'est quasi un pick-em, donc très, très, très serré sur papier. Extrêmement serré même sur papier. Rob Font légèrement favori du coup, très légèrement favori. Numéro 3 des contenders de la division, Cody Garbrandt numéro 4. Donc évidemment le vainqueur de ce combat, il sera très proche d'un title shot dans une division ultra bizarre pour le moment, bizarroïde quand on y pense. Sterling champion, mais beaucoup critiquent la façon dont il a été champion. Et il est out pendant assez longtemps en plus. Donc une division avec un champion qui la met un peu à l'arrêt. Petr Yan, l'ancien champion qui a perdu son titre de manière débile contre Sterling. Pas de nouvelles pour lui quant à un futur combat. Et le grand retour de TJ Dillashaw contre Sandhagen, qui est au coin de la rue, là, qui arrive très très prochainement. Donc clairement une division extrêmement intéressante. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un titre intérimaire qui arrive prochainement, parce que là, celui qui va gagner ce combat, il pourrait prétendre au titre. Petr Yan, il peut prétendre à sa revanche. Et le vainqueur entre TJ Dillashaw et Sandhagen, évidemment, pourra prétendre au titre, surtout si c'est Sandhagen qui gagne. Bref, en termes d'expérience, 22 combats pour Rob Font, 18 victoires, 4 défaites. 12 victoires, 3 défaites pour Cody Garbrandt. Ici, c'est un combat qui est assez intéressant en termes de classement. Parce que, comment expliquer ? Cody Garbrandt a fait une grosse montée dans sa carrière. Il est monté jusque 12 victoires, 0 défaites. Et il a clairement montré le stéréotype du mec invaincu et ultra confiant en lui. Comme j'ai toujours dit, la confiance pour un combattant de MMA, autant ça peut être son ami, autant ça peut être son ennemi. Dans son ascension vers le titre, je ne vais pas dire son excès de confiance, mais sa confiance de jeune combattant invaincu a joué en sa faveur. Il est arrivé jusqu'au title shot. Il a fait une des plus belles performances de l'histoire du MMA, je dirais. Sa victoire contre Dominick Cruz était juste sublime. C'était un réel masterclass. Il était bien dans ce combat, il était en confiance et on n'a pas vu ses défauts dans ce combat, ou très très peu. Première défense de titre contre TJ Dillashaw, il fait du bon boulot. Dans le premier round, il gagne presque, en tout cas il y a un beau knockdown. Et ses émotions ont clairement pris le dessus quand on compare le combat qu'il avait contre Dominick Cruz, où il était posé, où il avait une vraie gestion de combat, et son combat contre TJ Dillashaw, où il y avait beaucoup d'émotions évidemment en jeu. C'était le jour et la nuit, et ça lui a coûté clairement une défaite. C'est pas une défaite critiquable pour autant, il avait bien entamé le combat, on va dire, mais on sentait qu'il y avait un certain manque de maturité dans sa gestion des émotions et du coup dans sa gestion de combat. Rematch, il fait plus ou moins la même erreur, il perd à nouveau de manière plus rapide et plus ou moins dans une séquence comparable. Il revient contre Pedro Munoz, il combat très bien, il débute super bien le combat, mais ça crée une bagarre dans laquelle on joue un peu à pile ou face, et il se fait de nouveau surprendre sur une séquence un peu pareille où il reste trop à l'échange et il se fait prendre par des directs. C'est marrant, c'est sa meilleure arme, c'est aussi sa némésis. Et dernier combat particulier contre Ashun Chao, où on le voit accepter un combat à plus faible volume que d'habitude, contre un adversaire qui est toujours très difficile à combattre. C'est vraiment quelqu'un de... C'est une énigme, il est pas simple à combattre. Et
il l'emporte au buzzer du deuxième round sur un coup sorti de nulle part. Ça le remet, j'imagine, en confiance. On l'a vu justement contre Ashun Chao gérer le combat, avoir une vraie gestion de combat, ce qui est assez intéressant. Cependant, pour moi, il était trop dans la réserve dans ce combat. Sa force fait aussi... En fait, la meilleure façon pour lui de combattre, pour qu'il soit le plus effrayant possible en tant que combattant, ce serait qu'il soit capable d'être calme et patient quand il doit être calme et patient, et d'être agressif quand il doit être agressif. Ça paraît con ce que je dis, mais il y a des combattants qui doivent être tout le temps dans le contrôle. Il y a des combattants qui doivent chercher un maximum l'agressivité. Cody Garbrandt est quelqu'un qui est capable de combattre sous les deux facettes. Et s'il arrive à bien choisir les moments où il doit être calme et bien choisir les moments où il doit devenir agressif, volumineux, à chercher le KO à tout prix, c'est là où il sera, à mon avis, à son plus fort. Rob Font, quant à lui, autant Cody Garbrandt, il a eu une ascension directe, puis il est fort redescendu, et maintenant je pense qu'il est là où il doit être, parce que le Cody Garbrandt qu'on a vu des derniers combats, pour moi, il n'a pas la stature du champion, du gars qui va être un champion dominant. Je m'explique. Et je l'ai déjà plus ou moins expliqué soit dans mes dernières vidéos, soit en commentaire sur certaines réponses de ce qu'on me posait comme question. Les champions aujourd'hui, ils ont tout. Ils ont les compétences athlétiques, ils ont clairement les compétences techniques, ils ont clairement les compétences stratégiques et ils ont une vraie maturité et une vraie intelligence de combat. On est en 2021, le MMA existe depuis 1993, 1993, enfin l'UFC en tout cas, on peut discuter sur les dates du Vale Tudo, etc. Quoi qu'il en soit, certes, ça reste un sport nouveau et encore en constante évolution. Certes, on arrive à un point où tous les combattants élites sont élites en tout niveau. Garbrandt, clairement, techniquement, au top. Je ne vais pas dire que stratégiquement, il est incroyable, mais il a... Alors, loin de moi l'idée de l'insulter. Je vais utiliser ce mot positivement. Il a un certain autisme pour le combat. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a une compréhension des sports de combat. C'est pas celui qui passe pour être... comme le plus intelligent des athlètes, intelligent au sens large, mais clairement dans le combat, il a une certaine intelligence. Techniquement, comme je viens de dire au top, il a des aptitudes techniques et des aptitudes physiques, athlétiques, il a une bonne vitesse, il a une bonne puissance dans son direct. Son jeu évolue progressivement, peu à peu, mais il y a un certain manque de maturité encore dans son jeu. Donc tant qu'il ne montre pas une vraie maturité, ou qui ne revient pas au niveau qu'il a eu contre Dominick Cruz, parce que ça c'était une performance one-shot, on va dire. Je ne le vois pas comme étant un futur champion. Il ne va pas récupérer la ceinture selon moi. Par contre, clairement, il va rester dans ce top 5. Il a tout pour être dans ce top 5. Il lui manque juste un truc pour être le numéro 1. Et c'est cette maturité de combat, cette gestion des émotions, savoir quand utiliser certaines de ses forces, savoir quand utiliser les autres de ses forces. Rob Font, quant à lui, il a eu, donc je parlais d'ascension, lui il a eu une ascension moins directe, avec des petits obstacles sur le côté. Et selon moi, encore une fois, loin de moi l'idée de critiquer Rob Font, il arrive au niveau où il est. Donc il est arrivé à un point de sa carrière qui sera probablement le plus haut point de sa carrière. Je le vois pas, encore une fois, c'est pas une insulte, je le vois pas être champion dans cette division de gros tueurs à gages, mais je le vois pas descendre en dessous du top 7. Il est vraiment à sa position. Et donc là, on a un combat entre deux mecs qui sont pile poil à leur position. Évidemment, celui qui va gagner, il va monter. Il sera très proche d'un title shot, mais je crois pas qu'il obtiendra la victoire dans ce combat-là. Et celui qui va perdre, je crois qu'il y a personne en dehors du top 5 qui va vouloir l'affronter. Ce sera le pire combattant à affronter en dehors du top 5, si vous voyez ce que je veux dire. Donc très beau matchmaking ici de l'UFC. Très très beau matchmaking de l'UFC parce qu'on ne sait jamais. On l'a vu avec Charles Oliveira. C'est le meilleur exemple. 28 combats. Je sais plus. 28 combats et il est champion après 28 combats à l'UFC. C'est un truc, c'est malade. Il y en a très peu qui ont fait ça. Je crois que Rafael Dos Anjos, Michael Bisping étaient déjà fort avancés dans leur carrière UFC jusqu'à obtenir leur title shot et le gagner. Et là, clairement, Charles Oliveira et Jan Blachowicz aussi montrent que c'est pas parce que quelqu'un
ne fait pas de promesse de titre à un moment de sa carrière qu'il ne peut pas promettre 3 ans plus tard pour un titre. Et ici, clairement, le gagnant, si on voit des gros changements, peut me faire changer d'avis. Mais sur base de leur dernière performance, dernière avec un S, sur leur base de leurs 3-4 dernières performances, on sent la limitation. On sent le potentiel, mais on sent la limitation. Et on trouve, quand on regarde leur dernier combat, on dit vraiment, ok, ça c'est le top 5 bantamweight. Mais on ne dit pas c'est le niveau de championnat des bantamweight. Ok, je reviens. Tous les deux des strikers, hein, clairement, plus de 70, plus de 70% en pied-point pour Rob Font. Ça, c'est la première fois que je vois autant, je pense, depuis que je fais mes vidéos. 95,9, on va dire 96, 96% du temps de combat de Cody Garbrandt se passe en pied-point. Donc évidemment, très très peu en contrôle. Quand c'est du grappling, 2/3 du temps, Garbrandt est en contrôle. 1/3 du temps, c'est son adversaire qui contrôle. Ici, Rob Font, moitié-moitié, plus ou moins, quand on est dans les échanges de grappling. Dans ce combat-ci, on va faire très simple. Raison 1 pour laquelle je ne pense pas que ça ira au sol, à moins d'un knockdown, mais je ne pense pas qu'il y aura de takedown réussi. Rob Font n'a pas une excellente lutte. Cody Garbrandt a vraiment une excellente lutte défensive. On le voit ici, 100% de takedown réussi, de takedown défendu avec succès. Et en plus de ça, le taux de takedown tenté contre lui est très faible, malgré que c'est un striker. Et du coup, on aurait tendance à aborder le combat en voulant l'amener au sol. Donc ça, c'est la raison numéro 1. Et comme on s'en doute, la raison numéro 2, Cody tente très peu de takedown. Et malgré qu'il a une bonne lutte, son taux de réussite est assez faible. Il a fait des très beaux takedowns réactifs contre Dominic Cruz, justement. Et finalement, voilà, on pourrait imaginer que stratégiquement, Cody Garbrandt cherche l'amener au sol et y parvienne, clairement. Mais je pense que le meilleur indicateur, il est ici pour dire que Garbrandt va naturellement vouloir garder ça debout. Il va peut-être chercher des amener au sol réactive, mais c'est pas quelqu'un qui après va vouloir absolument contrôler au sol ni quoi que ce soit. Il va peut-être les utiliser pour set up son striking par la suite. Mais voilà, je pense qu'on va avoir vraiment un combat en pied-point. En termes de pied-point, Rob Font, beaucoup plus volumineux que Garbrandt. Ça s'explique comme je l'explique très très souvent. Rob Font, je vais pas le comparer à Diaz, mais je vais quand même faire le name drop de Diaz. Quand il envoie ses frappes, c'est pas à 100% en boxe anglaise. Quand il envoie ses points, c'est rarement à 100%. Il envoie de temps en temps avec des frappes plus lourdes, avec de plus mauvaises intentions de mettre KO de temps en temps. Mais généralement, ses frappes sont là pour toucher, pour ennuyer et surtout travailler à volume et fatiguer son adversaire. Cody Garbrandt travaille beaucoup plus en burst. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans, je vais pas dire dans l'attente. Là où il fait son meilleur taf, selon moi, c'est quand il contre. Mais il va de temps en temps initier en burst à des moments opportuns où ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà, on a une approche de combat différente. On a un Rob Font qui veut mettre du volume, rester à distance d'anglaise et toucher un maximum. On a un Cody Garbrandt qui impose une distance un peu plus lointaine que la distance de boxe anglaise. Pourtant, c'est sa zone de confort, sa distance de confort, mais qui travaille plus en burst, qui cherche, j'en ai déjà parlé quand je parlais de Gastelum qui est beaucoup plus petit que ses adversaires d'habitude, se met toujours à une distance qui lui permet d'attendre que son adversaire surengage, parce que son adversaire ne peut pas engager pour le toucher, il doit surengager pour le toucher, et au moment où son adversaire surengage, c'est là où lui a une ouverture malgré la différence d'allonge. Clairement, dans ce combat, Rob Font est légèrement plus grand que Garbrandt. D'ailleurs, je pense que statistiquement sur l'UFC, ils disent qu'ils ont la même taille, mais dans la réalité, Rob Font est légèrement plus grand. Par contre, Rob Font est quelqu'un qui a une allonge qui est grande proportionnellement à sa taille, et Garbrandt, c'est l'inverse, c'est un peu le T-Rex. Je ne vais pas dire comme Artem Lobov, mais il a une allonge qui est proportionnellement petite par rapport à sa taille. Du coup, ils ont une énorme différence d'allonge, et c'est ce que je dis, c'est dans l'intérêt de Garbrandt d'imposer une distance où même Rob Font doit surengager pour pouvoir le toucher, ce qui lui permettrait, lui, d'anticiper ça, d'avoir un temps de réaction supplémentaire pour venir contrer. Bref, deux bons strikers, grosse différence de volume, avec un Rob Font qui envoie plus, moins fort, un Cody Garbrandt qui envoie moins, plus fort. D'ailleurs, très impressionnant cette stat, surtout en bantamweight, 4% de knockdown rate, donc sur 100 frappes,
qui touche, Cody Garbrandt va faire tomber 4 fois son adversaire. C'est énorme. Je crois que j'avais vu une stat passer comme quoi il avait provoqué au moins un knockdown à 80% des athlètes contre lesquels il a combattu. Et je crois que... Oui, c'est ça. C'est un des 3 athlètes de l'histoire de l'UFC qui a minimum 10 combats et qui a une moyenne de plus de 1 knockdown par combat. Je crois que les 2 autres, c'est Israel Adesanya et Conor McGregor. Ok, ben voilà, j'ai un peu décrit statistiquement ce que ça donne. Les statistiques clairement reflètent le pourquoi le combat est serré sur papier. Personnellement, j'ai un pronostic qui va vers Cody Garbrandt, donc ce serait une légère surprise puisqu'il est légèrement underdog, parce que quand on regarde leur combat l'un à côté de l'autre, l'un à la suite de l'autre, on a l'impression vraiment que Rob Font peut se faire surprendre en contre par Cody Garbrandt et qui lui manque un peu de justesse ou de dangerosité dans son jeu pour vraiment mettre à mal Cody Garbrandt. Je peux complètement me tromper là-dessus, c'est un pronostic et un combat qui est difficile à lire. On n'a pas vu Cody Garbrandt combattre contre beaucoup de mecs qui ont le frame, donc le même frame que Charles Oliveira. Donc on l'a pas vu combattre contre beaucoup de grands de la division qui ont un si bon jab que Rob Font. Rob Font a un très bon jab et une très bonne capacité à construire son jeu à partir du jab. Des feintes, des simples jabs, il double ses jabs et ça lui arrive même de tripler ses jabs pour gérer la distance, pour vraiment donner des informations à son adversaire. Il l'utilise relativement bien et quelquefois il a un mauvais timing dessus, une mauvaise lecture dessus, ça lui arrive de l'envoyer quand il n'est pas en position de l'envoyer et se mettre à risque de se faire contrer. On l'a vu d'ailleurs plusieurs fois, se faire surprendre sur son jab. Il a une bonne variété de combats malgré tout. C'est pas qu'il a que un jab, je dis juste que le jab c'est son arme favorite, son arme la plus intéressante pour construire son jeu. Il a des bons kicks, il a des bons déplacements. Cody Garbrandt de son côté, il a ajouté un élément à son jeu qui est très intéressant, surtout pour combattre contre Rob Font. Dernièrement, on a vu un Cody Garbrandt envoyer de plus en plus de low kicks et particulièrement des calf kicks. J'ai toujours dit, contre un bon jabber, les low kicks sont super efficaces. Pourquoi ? Parce que pour jabber, pour envoyer mon jab et pour que mon jab touche la tête de mon adversaire, il faut automatiquement que ma jambe avant avance, soit en bonne position pour que j'envoie mon jab. Si mon jab touche mon adversaire, ça veut dire que ma jambe avant est à disposition pour un low kick. C'est automatique, à moins que j'ai travaillé sur un angle particulier, etc. Mais en termes de distance, pas en termes d'angle, en termes de distance, si mon jab touche, ma jambe avant est disponible pour les low kicks en contre. Avec des bons low kicks, Cody Garbrandt peut vraiment réduire les mouvements de Rob Font, ce qui va lui permettre d'être encore plus efficace dans les éventuels échanges qu'il peut créer, échanges en boxe anglaise. Cody Garbrandt, quant à lui, voilà, j'ai un peu fait le tour de son... Il a un style très complet, une lutte défensive assez incroyable, une lutte offensive réactive qui est très bonne avec des bons timings, il a une bonne lecture du jeu, un très bon footwork. Il a un très très bon footwork, des bons déplacements latéraux, c'est difficile de lui mettre la pression. Vitesse de pointe est évidemment très bonne. S'il n'avait pas de vitesse de pointe avec sa petite allonge, ça lui poserait problème dans sa carrière. Je pense qu'il est totalement capable de surprendre, surtout les statistiques de knockdown. Je pense qu'il n'a pas besoin de toucher beaucoup pour sonner un adversaire. Donc voilà, c'est ça que je dis, c'est ça que je veux dire. Le plus simple pour expliquer ça, c'est pour que Rob Font gagne, il doit faire une performance très propre, très carrée, sans erreur. J'ai l'impression que Cody Garbrandt peut se permettre un peu plus d'erreurs, mais des erreurs qui vont même lui donner l'opportunité d'avoir des ouvertures intéressantes pour lui. Ça, c'est ma lecture Je suis totalement conscient que le combat est serré, mais en observant, en regardant des vidéos pour faire cette analyse, désolé pour le fait qu'il n'y ait pas de séquence cette fois-ci, j'ai pas trouvé de séquence réellement qui allait illustrer ça. J'aurais pu mettre des séquences où on voyait Rob Font envoyer très bien capitaliser sur
Sur cette jab, j'aurais pu mettre des séquences de Cody Garbrandt qui a un excellent timing sur les low kicks en contre, qui a de manière générale un excellent timing sur les contres, qui blitz. D'ailleurs, quand il blitz, de temps en temps, il surengage beaucoup et il se laisse ouvert au contre. Donc peut-être que Rob Font peut capitaliser là-dessus, sur les bursts, les blitz de Garbrandt, qui envoie un peu comme Weili Zhang, j'avais fait pa pa pa, ça va super vite. Et d'ailleurs, Garbrandt, c'est un peu ça son style, c'est s'il se fait toucher, il veut toucher son adversaire au moins une fois de plus, et avec peut-être un peu plus de puissance. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que avant d'analyser le combat, j'étais là, je fais sur papier, ça c'est hard. J'allais pencher vers Rob Font en termes plus de confiance, puisque Cody Garbrandt, voilà, il était sur 3 défaites d'affilée. Une victoire, aussi spectaculaire soit-elle sur le finish, c'était pas non plus une performance qui peut le remettre complètement en confiance dans son style, parce qu'il était dans un style différent que d'habitude. Rob Font, il est plus sur une belle série, même s'il y a eu des petits bémols sur son trajet pour là où il en est aujourd'hui. Il a cette habitude justement d'avoir gagné beaucoup, perdu une fois, gagné beaucoup, perdu une fois, ce genre de choses. Donc d'un point de vue confiance, je vois plus Rob Font s'imposer, être plus à l'aise dans le combat. Par contre, comme je le disais, en regardant les 3 derniers combats de Rob Font et même les défaites de Garbrandt, les 3 derniers combats de Garbrandt, donc 2 défaites, une victoire, je sais pas, j'ai eu un vrai feeling que le combat va aller à l'avantage de Garbrandt. Encore une fois, je peux me tromper. Et ben voilà, c'est tout. C'est un peu tard pour faire la vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont suivi jusque maintenant. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne journée si vous regardez ça en matinée ou en journée. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder l'événement en live. Si c'est le cas, courage à vous. Si c'est pas le cas, on se retrouve dimanche pour un peu débriefer de tout ça, en espérant que ce soit vraiment à la hauteur des potentiels, surtout sur les combats que j'ai cités, parce que honnêtement, voilà, comme je disais, c'est pas la carte qui excite le plus au monde. Beaucoup de gens adore Garbrandt, il a une fanbase assez incroyable, donc il y a beaucoup de gens qui sont fans de ce main event. J'ai entendu personne parler des autres combats de la carte, c'est pour ça que je voulais aussi introduire là-dessus, parce que même si sur papier elle n'est pas super excitante, il y a quand même des matchmaking qui est bien fait sur 4-5 combats, c'est intéressant. On se retrouve très bientôt, c'était Chris Gunacht.